Merci de nous retrouver dans la dernière ligne droite de cette édition du Train d'Audace. Nous célébrons l'enseignant à notre manière ce matin. Dans le Train d'Audace, le thème conditions de travail des enseignants au Cameroun, la désolation. C'est en tout cas le constat qui est fait. Pour en parler, nous avons 3 enseignants avec nous en plateau. Ce matin, 2 enseignants en plateau et un autre téléphone. Et nous allons commencer par celui qui est au téléphone. Docteur Luison Essomba, bonjour. Bonjour Sylvestre Zangaou, bonjour à tous mes collègues sur le plateau. Je voudrais saluer avec respect Maître Biliga que vous venez d'annoncer. Non, Maître Biliga n'est pas en plateau avec nous plutôt. C'est plutôt Maurice Djongo qui est enseignant de philosophie qui est avec nous, qui est philosophe et qui est avec nous en plateau ce matin, qui est également un stratège en tout ce qui concerne l'éducation, etc. Merci Maurice Djongo d'être là ce matin, bonjour. Merci Sylvestre, C'est enchanté de revenir. Bonne fête des enseignants au nouveau inspecteur inspecteur général des enseignements qu'on vient de nommer au ministère des enseignements secondaires. Bonne fête des enseignants à ma petite sœur Menyingue qui a été recrutée il y a juste quelques mois, donc c'est la première fois qu'elle s'enrôle dans la profession. Bonne fête au professeur Ebenezer Djomole qui a... Parce que quand on va parler des professeurs qui ont marqué, j'en pense qu'il en est un. C'est-à-dire, quand j'ai écrit mon livre sur la philosophie, aucun professeur de philosophie n'a cherché. Il faut rappeler que le professeur Ebenezer Djomole, lui-même philosophe. Il est philosophe. Personne n'a jamais voulu regarder ce que j'écrivais. Un jour, je suis allé chez lui. Il dit: ah, vous êtes électrotechnicien? J'ai dit oui. Il me dit: même si c'est le caca, je veux regarder. Depuis 1970 que je parle de la philosophie, personne ne m'a jamais dit que... Mais vous faites quoi? Aucun scientifique camerounais n'est jamais arrivé. Quand c'est un technicien, même si c'est quoi, je veux prendre note. Merci aussi à l'autre co-panéliste et toute la maison Audace Radio. Merci donc à vous, Maurice Djongo, d'être là ce matin. Ernest Nyominda, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant de philosophie, vous aussi, mais secrétaire général du Saint-Esprit, qui est le syndicat des travailleurs des enseignements privés du Cameroun. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Merci à vous d'être en plateau ce matin. Docteur Luison Essomba, eh bien, ouvrons cette thématique avec votre avis. Conditions de travail des enseignants au Cameroun, c'est la désolation. C'est sentencieux de le dire? Mais Sylvestre Zangaou, vous savez, je voudrais partir d'une simple anecdote. Vous savez que dès que l'éducation est banalisée dans un pays, c'est l'État qui s'écroule. Parce que, dit-on très souvent aussi, que lorsqu'une porte des prisons, en fait, une porte d'école ferme, c'est une porte de prison qui s'ouvre. Cela traduit à suffisance quelle est l'importance de l'éducation au sein d'une société. Alors, je dois vous avouer, pour être froid, comme d'habitude, que les conditions de travail des enseignants au Cameroun, les conditions restent pitoyables. C'est-à-dire, permettez-moi l'expression, pitoyables tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on marginalise un peu ou on minore un peu l'importance de l'éducation au Cameroun. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un enseignant travaille dans des conditions extrêmement difficiles, c'est-à-dire que je suis à l'université, je vous prends les exemples de l'université. Vous voyez, on n'a pas de salle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau approprié pour accueillir des étudiants avec lesquels vous pouvez travailler dans le sens de la direction des mémoires ou de la direction des thèses, encore moins de la direction des rapports du stage. Ça devient compliqué. C'est-à-dire que c'est tout dernièrement que on nous a affecté. Les bureaux, des logements qui étaient réservés aux étudiants qu'on a transformés en bureaux des enseignants. Vous voyez? Les fameuses cités U. Voilà, les fameuses cités U. Et vous-même, enseignant, êtes obligé de chercher le banc de l'autre côté, de chercher une chaise où s'asseoir. Vous voyez donc que c'est extrêmement compliqué. Or, l'enseignant devait être mis dans des conditions optimales pour justement jouer le rôle qui est le sien, en tant que celui qui fait rayonner scientifiquement et celui qui fait développer une société. Et ces conditions de travail sont donc regrettables parce que au fil du temps, elles ne s'améliorent pas et nous sommes dans des conditions extrêmement difficiles. Vous voyez, au-delà de la condition du travail, évoquons même la condition salariale.
c'est quand même regrettable de le dire, mais retenons tout simplement qu'en Afrique, dans la sous-région, le Cameroun est le dernier pays en termes de traitement autant dans le primaire, secondaire qu'à l'enseignement supérieur. Bon, je vais vous prendre un exemple pour étayer mon raisonnement. Quand vous prenez un collègue qui a mon grade, c'est-à-dire docteur chargé de cours au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il a 1 800 000 francs. 1 800 000. Or, nous, au Cameroun, nous avons dit que dans mon grade, c'est-à-dire que je n'ai même pas le tiers de cet argent que touche un professeur d'université en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et partout ailleurs. Vous voyez que nous ne sommes donc pas dans des conditions optimales, autant dans les conditions de travail que dans les conditions salariales, pour nous permettre effectivement de jouer le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire que éclairer la société, éduquer les enfants qui, eux, demain, vont servir pour l'intérêt général. Dans mon premier jet de parole, je dois évoquer que, pour le dire de manière simple, les enseignants du Cameroun sont justement dans des conditions de travail qui ne sont pas confortables. Comment je préfère rester extrémiste, qui ne sont pas confortables, tout simplement parce qu'il y a comme un désintérêt du gouvernement d'améliorer nos conditions de vie. Quand nous prenons, tout à l'heure, j'ai fait des comparaisons, c'est vraiment me dire que comparaison n'est pas raison, mais si une comparaison est adossée sur des éléments qui peuvent permettre de créer la différence, ça permet de comprendre justement les conditions dans lesquelles nous sommes. Donc, M. Sylvestre Zangaou, nous sommes dans des conditions, je ne vais pas dire pitoyables, mais inconfortables, qui ne nous permettent pas de dégager tout ce que nous avons en termes justement du rendu, en termes justement de l'enseignement, de l'éducation de nos enfants. Et même pour votre épanouissement. Vous dites? Et même pour votre épanouissement. Oui, mais écoutez, monsieur Sylvestre Zangaou, si déjà vous avez un salaire de catéchiste, je ne le cache jamais, de 350 000, un docteur chargé de cours, vous louez une maison de 85 000, et même dans un quartier des plus populeux, c'est-à-dire qu'il n'est pas un quartier qui est réservé quand même à la chacune de l'enseignant que vous êtes. Vous voyez, même dans l'épanouissement personnel, vous n'allez pas vous en sortir. J'aime seulement le dire que le salaire des enseignants nous confine à la fidélité. C'est-à-dire que pour rire, et ce n'est pas faux, parce que vous ne pouvez pas vous épanouir, même en termes d'aller en boîte de nuit ou bien dans un snap, prendre une bière, vous épanouir, parce que vous allez vous rendre compte que les charges que vous avez aujourd'hui sont au-delà de ce qu'on peut vous donner en termes de rétribution salariale. Donc, Sylvestre Zangaou, on espère peut-être qu'un jour, et peut-être je suis dans les propositions qui peuvent être faites, que le Cameroun, les gouvernants vont prendre en conscience la situation pitoyable des enseignants et les améliorer. Merci donc pour ce premier temps de parole. Docteur Luison Issoumba, vous êtes enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Un tableau assez sombre quand même, celui que vous venez de peindre. C'est à peine croyable qu'un enseignant d'université avec votre grade de chargé de cours n'ait même pas 400 000 francs CFA le mois. Et quand on sait qu'en Afrique, une fois que vous avez le titre de docteur, il y a pas mal de sollicitations familiales. Ernest Inda, vous êtes enseignant. Vous êtes principalement syndicaliste aussi, et surtout, c'est très important dans votre corporation, les syndicats. Le syndicat des travailleurs de l'enseignement privé du Cameroun a quel rôle? Le rôle, comme vous avez dit, c'est une corporation. Le rôle est essentiellement mobilisateur, cela veut dire accompagner les enseignants dans leurs tâches. Cela veut dire, quand on travaille, il faut connaître ses droits, il faut connaître ses devoirs. Et s'il y a un syndicat, c'est parce que quelque part, il peut avoir un débordement au niveau de l'employeur qui parfois peut ignorer inconsciemment ou consciemment ses devoirs envers l'enseignant. Et vice-versa aussi, l'enseignant peut aussi ne pas savoir ce qu'il doit l'attendre en termes de devoirs. Or,
Le syndicat est donc là pour réguler et rappeler. Alors là, on vient d'écouter le docteur Luzon Isomba, qui est fonctionnaire, enseignant à l'université. Il a peint un tableau assez sombre. Hein. Si lui qui est dans le public fait cette peinture-là, vous qui êtes dans le privé, à quoi ça ressemble? C'est quoi la vie d'un enseignant? Le traitement qui est réservé à un enseignant dans le secteur privé, ça varie en fonction des établissements scolaires parce qu'il y en a, dit-on, qui sont plus huppés que les autres. Oui, ça varie d'un établissement à un autre parce qu'il y a deux autres enseignements dans le privé. Il y a le privé laïque, il y a le privé confessionnel. Dans le privé confessionnel encore, il y a des paliers, veut dire islamique, protestant catholique, EEC ou bien EPC ou bien catholique. Alors, quand vous voyez comment les enseignants sont traités, c'est en fonction du type d'enseignement privé, d'une part, et en fonction aussi de la zone de travail, d'autre part. Et quand vous voyez tout cela, ça donne du frisson parce que, d'une façon générale, les promoteurs d'établissements, qu'ils soient confessionnels ou laïcs, sont ont les mêmes préoccupations. Est-ce que dans votre syndicat, vous ne militez pas pour une harmonisation au niveau des salaires pour que le docteur Luzon Isomba tout à l'heure a décliné son grade, hein, il est docteur chargé de cours dans les lycées également, je veux dire dans l'enseignement, il devrait également avoir des grades. Par exemple, on peut trouver un enseignant qui n'a que le baccalauréat, ça peut arriver, ou bien un autre qui n'a que le BTS, un autre qui n'a que la licence. Est-ce que vous ne militez pas pour une harmonisation sur le plan de traitement salarial? Nous militons pour cela et je veux vous dire que c'est même une boîte de Pandore, ce que vous évoquez. Parce qu'en principe, quand on travaille, il faut un profil de carrière. Dans l'enseignement, que ce soit au public ou au privé, il n'y a pas de profil de carrière sérieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on pouvait dire, tu es enseignant aujourd'hui, comme à l'université, tu es assistant, tu es chargé de cours, tu es maître de conférence, tu es professeur titulaire. Et ça veut dire que aussi, et c'est parmi les professeurs titulaires qu'on peut choisir un pour être directeur, on peut aussi être maître de conférence. Au niveau du secondaire, nous avons pensé déjà à 2 ou 3 choses qui n'ont jamais été expérimentées ni implémentées. Première chose, depuis 2014, nous avons travaillé pendant 2 années pour une convention collective, l'enseignement privé. Cette convention collective a été conduite jusqu'à terme, au moment de paraffer, les antagonistes, entre guillemets, qui étaient là, cela veut dire les employeurs, ont refusé de signer parce qu'il y avait les catholiques, les protestants, les islamiques. Alors, islamique a dit... Et les laïcs. Les laïcs. Islamique a dit, nous sommes plus nombreux, laïcs, nous n'en avons pas assez de moyens privés. Alors, il faut d'abord que les pourvoyeurs, les plus gros porteurs, puissent d'abord signer. Devant ces pourvoyeurs, c'était les catholiques, parce que les catholiques ont le Sénéca. Le Sénéca, c'est ce qui, comme on appelle les séducs. Donc, c'est un séduc national. Ils ont dit qu'ils sont venus représenter l'épiscopat à ces travaux. Ils n'ont pas qualité de paraffer la convention collective. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a arrêté? Ils vont rencontrer leurs évêques parce que d'après eux, chaque diocèse a sa spécificité et ne peuvent pas s'engager in toute personne à pouvoir défendre cela. Ils sont donc rentrés et à l'époque, c'était l'archevêque de Douala qui était président de la conférence épiscopale. Dès que le dossier est arrivé, il ne s'est pas engagé. Il a plutôt transféré cela à ses différents confrères évêques. Et jusqu'à ce jour, ça n'a pas marché. Nous avons tout fait. Jusqu'à ce jour, rien n'a bougé. Alors, dans les établissements scolaires, ça se passe comment les contrats? C'est-à-dire, ça se négocie avec l'employeur? Avant d'arriver au contrat, je continue, toujours les paliers. Et nous avons proposé aussi, dans un établissement scolaire, un enseignant peut arriver, il est enseignant, l'administration est divisée en deux paliers, ou bien en 2 voies. Il y a la voie pédagogique, il y a la voie administrative. En principe, pour être principal ou proviseur, on devrait partir de surveillant général pour proviseur. Et la voie peut-être censeur avant pour ceux qui sont au lycée. Non, pas. Censeur, c'est pédagogique. Administratif, c'est surveillant général, proviseur. Alors que le censeur a une voie pédagogique. Il peut partir de censeur pour être inspecteur pédagogique. La voie qu'on a prise, surveillant général, censeur, puis proviseur, c'est une mauvaise voie. Ce n'est pas les mêmes canons. Ça veut donc dire qu'on peut, dans un établissement, faire des profils de carrière. Cela veut dire qu'après peut-être 5 ans, et d'après ton engagement et ton profil, on dit tu as un profil administratif, l'autre a un profil peut-être pédagogique. On peut faire des études ou des suivants généraux ou des censeurs
nominations, dans le grade, comme grade, et c'est dans la cuvée de ces grades-là que si on a un besoin d'un censeur ou bien d'un préfet des études, on peut chercher donc un pour nommer. Alors, il y a la nomination, il y a le grade. Or, cela a été écrit, cela est connu de tous, mais personne ne veut le faire. Autrement dit, il y a comme une mauvaise foi chaque fois qu'il y a un problème qui concerne les enseignants et qu'il faille s'y pencher. Si bien que c'est le 5 octobre. Vous avez l'impression que l'administration aussi ne joue pas assez bien son rôle de régulateur entre vous et les employeurs dans le secteur privé? Je ne dirais même pas qu'elle ne joue pas assez. Ne joue même pas. Parce que si on dit assez, cela veut dire qu'il y a même quelque chose. Il n'y en a même pas. Parce que s'il y avait quelque chose, je vous dis, les salaires qui ont été arrêtés en 1985, d'après les diplômes qu'on avait, on est passé à l'autre version. Quand on trompe les gens aujourd'hui, on leur dit le salaire est négociable. C'est arrivé aujourd'hui, depuis 1985, la scolarité à l'époque, au collège, les collèges les plus chers c'était 32 000 francs. Et les salaires étaient 85 000 francs. Aujourd'hui, le collège où on paye le moins de scolarité, c'est 90 000 francs. Donc il y a des 100 000 francs, 150 000 francs, 210 000 francs, beaucoup plus 500 000 francs, 800 000 francs, 1 million de francs. Mais quand on vous paye, on se réfère à la grille de 1985, aux grandes dames. Des années, plus de 20 ans après. 40 ans environ après. Aux grandes dames de gouvernants qui voient cela. Cela veut dire que c'est une chose, c'est un scandale très grave. Et maintenant, est-ce que ce salaire-là, il est au moins étendu sur l'année? Il n'est pas, c'est encore une autre paire de manches. Dis-moi. Il n'est pas étendu. Cela veut dire que le secteur de l'enseignement ne respecte même pas le code du travail. Ici bien que même les juristes ont du mal, quand un enseignant a même des problèmes, de pouvoir le défendre, parce que entre ce que le code du travail prévoit et ce que le secteur de l'enseignement donne, il y a tout un fossé. Il y a les vacataires, il y a les contractuels, il y a les permanents. Cela veut dire quoi? Quand tu as fait tes preuves et que l'employeur estime qu'il ne peut pas te faire permanent pour te payer 12 mois sur 12, il donne un statut intermédiaire, contractuel. Tu peux passer là 5 ans, 10 ans, peu importe. Dans le statut de contractuel, donc tu as 9 mois ou 10 mois de salaire. Les 2 autres mois, c'est en hibernation. Et ça devient un problème. Or, le code du travail dit l'essai. Donc après les examens, là, c'est terminé. Hein? Vous oubliez les salaires. Après les examens, vous oubliez les salaires. Vous allez au quartier. Vous attendez l'année prochaine si vous êtes encore reconduit. Donc vous voyez que c'est un mois. Pourtant, vous avez un contrat. Vous avez un contrat. Sur 10 mois. Sur 10 mois, et après c'est fini. Ça veut dire que dans le secteur privé, quand vous y entrez, épluchez tout ce qui se passe, et que vous savez que vous avez des gouvernants qui le savent et qui vivent là, vous avez un ministère du travail et de la sécurité sociale qui est aussi là, qui parfois arbitre les licenciements des enseignants de façon abusive et consort. Vous comprenez qu'à un moment donné, quand on a chiffonné ceux qui sont donnés comme vocation ou appel ou bien bénévolat d'enseigner, c'est parfois très grave. Maurice Diongo. Écoutez vos deux collègues, on a des frissons. Hein. Que l'enseignant qui est quand même, je vais dire, le socle de toute formation, tout le monde doit quelque chose à un enseignant un jour comme l'autre quand même, que vous en soyez à être traité ainsi, on a du mal à comprendre, Maurice Diongo. Pourtant, c'est la réalité. Moi d'abord lire un texte qu'un collègue vient de m'envoyer. Quand il a su que je suis sur le plateau, il me dit de lire. D'accord. Il dit, suivez ce message qui vient de l'Allemagne. En Allemagne, les enseignants ont les salaires les plus élevés. Les juges, les médecins, les ingénieurs ont demandé à la chancelière Angela Merkel de leur faire des salaires similaires. Voilà sa réponse. Comment pourrais-je vous comparer à ceux qui vous ont enseigné à méditer? En fait, chaque fois qu'il y a la journée des enseignants, c'est dans le réseau que ce texte est amplifié. Ajouté à ce que le professeur Luçon disait, qui vient de la Côte d'Ivoire toujours, qu'un instituteur en Côte d'Ivoire commence sa carrière à 400 000 et un professeur de lycée à 700 000. Quand il dit comparaison, nous sommes là dans la Côte d'Ivoire a presque le niveau de développement que nous. Sinon, le plus souvent, c'est que les enseignants demandent même. Ce n'est même pas, les problèmes sont tellement créatifs. Vous voyez, j'ai des jeunes collègues inspecteurs qui viennent d'être nommés, comme le professeur Luçon disait. Dès que tu arrives à l'inspection, tu te rends compte que tu n'as pas de bureau. Parce que quand tu quittes, quand tu vois les salles des profs, comment c'est délabré,
Mais là, tu te rends compte, le premier grand problème, c'est que vous n'avez pas de bureau. Les jeunes collègues qui arrivent aujourd'hui, vous quittez l'école normale, vous arrivez sur le terrain, on vous dit, ah, c'est le système APC que vous avez enseigné. Il y en a qui ont passé 5 ans à l'école normale. Voilà, c'est tant de frustration. Pourtant, ce n'est même pas souvent compliqué. Nous avons eu l'expérience du professeur Maurice Chente à l'université de Douala. Il est arrivé en 1998. À l'époque, les enseignants restaient dans des bars. Ils quittaient d'un campus à l'autre, à ce qu'on appelle les petits champs. Et quand il a vu ceci, il est venu ouvrir une petite salle à côté du restaurant U. Et chaque jour, les enseignants y entraient, mangeaient. Ils pouvaient même manger le même haricot charançonné. Personne ne pouvait voir la nudité de l'enseignant. Il avait mis 2 voitures en route, ils s'appelaient les navettes, qui prenaient les gens de Bonandio à l'Insette. Et il y avait les heures. Cela veut dire, même les jeunes assistants, vous ne restez pas en route pour prendre le taxi. Et on ne demande pas beaucoup. On ne dit pas qu'on doit nous payer. On sait qu'au Cameroun, les salaires sont payés par la corruption. Et personne n'acceptera que les enseignants se fassent corrompre. Mais on souhaite quand même avoir le petit minimum. Ça dit que les attitudes... Comment voulez-vous qu'un professeur d'université touche qu'à 100 000? Et pour être touché 1 million, il faut être professeur titulaire. Pour être professeur titulaire, il faut entrer dans l'RDPC. Il faut que ça soit la nomination. Et on sait tout ça. Quand il parle des enseignants... professeur titulaire, ça ne dépend ni de l'État, ni du parti politique. Hein. Non, mais c'est ça. C'est une évolution normale dans le cycle normal à l'université. Hein. Mais toujours, il y a un procès sur Maurice Kanto sur le titre. Hein. Voilà, donc, pour revenir au syndicat, les vacataires à l'enseignement secondaire. Vous voyez, moi j'étais inspecteur. Je n'ai pas inspecté 2 ans. Parce que quand je n'ai pas inspecté aussi, dans le privé 2 ans. Parce que dès que j'arrive, on me dit qu'il y a un enseignant qui touche 10 mois. La seule chose que je fais, c'est de prendre les enseignants, les étudiants, les élèves, calculer la pension et dire au fondateur qu'en fait, avec 30% de cette pension, vous devrez payer les enseignants. Tu l'année? Oui, en fait, on nous a chassés. La deuxième chose, est-ce que les professeurs vacataires à l'enseignement au second cycle sont aussi payés? Ils ne sont pas payés dans les lycées. Vous voyez, on avait fait un programme qui s'appelait PASSECA. Ce PASSECA s'est monté dans les années 95 quand on lançait la décentralisation. On devait, chaque mairie devait nommer un président conseil d'administration dans le lycée et prendre en charge ses enseignants et presque le budget de fonctionnement. Parce que en cette année-là, avec la crise, à l'époque, le lycée technique où j'étais, on avait presque 20 millions de matières d'œuvre par an. Les cartons ont disparu. C'est les mairies qui devaient s'en charger. Et en contrepartie, ils devaient collecter l'impôt qui s'appelait l'impôt libératoire. Pour des jeux politiques, Bélan Mbappé avait complètement retiré ce dossier et on a fait revenir les APE pour qu'ils payent. Vous voyez un enseignant, l'autre coûte 250 000, un coûte tout 50 000. Ils font la même tâche. Or, quand il parle des salaires des enseignants, il y avait ce qu'on appelle les primes. C'est-à-dire, la mairie doit la 5e pouvait dire que bon, l'impôt libératoire par boutique cette année, c'est 1 000 francs pour l'enseignement. Et par mois, ils pouvaient augmenter les salaires des enseignants, les évaluer, les donner les primes, même par mois. Donc, quand on laisse l'enseignement, quand on a retiré le PASSECA, les mairies qui auraient toujours les impôts libératoires, souvent discutent avec les inspections des impôts, mais on se demande, où est la quote-part des enseignants? Où est la quote-part de l'éducation? On ne voit pas. On aurait dû très rapidement, c'est-à-dire que un cas, la mairie pouvait mettre des cas pour l'enseignement, pour la mobilité des enseignants dans la ville. Ça ne coûte même pas cher. Vous voyez, donc, nous pensons que
Ce problème est beaucoup structurel. Ça dit que il y a une volonté manifeste, vous pensez, des pouvoirs publics de vous maintenir dans ces conditions de travail-là? Oui. Docteur Luison Issomba, vous le pensez vous aussi qu'il y a un manque de volonté des pouvoirs publics d'offrir aux enseignants de meilleures conditions de travail? Bien entendu, je l'ai évoqué dans mon propos d'entame, dans mon élogoménage, pour indiquer que tout part de la volonté de l'État, tout part de la volonté d'un gouvernement. Écoutez, quand vous prenez les tests OADA, il est bien indiqué dans ces tests que le salaire des enseignants puisse être harmonisé sur, sur l'ensemble des pays africains. Parce que quand, tout à l'heure, vous convenez avec moi qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Côte d'Ivoire n'a rien de spécifique que le Cameroun n'en a pas. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui les indices de développement, on voit aujourd'hui le produit brut interne, on se rend bien compte que le Cameroun est situé au même niveau que tous ces États, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous ces grands pays. Mais rien ne peut justifier que dans ces pays-là, les enseignants sont traités avec beaucoup de respect et de considération. Comme on l'indiquait tout à l'heure, comment imaginez-vous qu'un maître d'école primaire en Côte d'Ivoire à 395 000 francs et un professeur d'université qui est docteur se retrouve à 350 000 francs. C'est-à-dire que vous voyez que c'est extrêmement grave. Le côté est abyssal. Ça ne s'explique pas. C'est-à-dire que sur le plan du fond, on ne peut pas expliquer cela. Et je vais peut-être vous citer à Sylvain Izangao que le Cameroun dispose le plus grand nombre d'intellectuels en Afrique. Le Cameroun. Parce que quand on compte le nombre d'agrégés, le nombre de professeurs titulaires, le nombre de docteurs chargés de cours, les assistants, et ainsi de suite, on se rend bien compte que le Cameroun est au-dessus de la mêlée. Mais on ne peut pas imaginer qu'en termes de traitement salarial et même de conditions de travail, que nous en soyons toujours en dernière position. Je vais vous faire, je prends un exemple. J'ai un collègue qui venait de passer le concours d'agrégation. Vous voyez, quand il va à Ouagadougou, il arrive, il trouve que les Béninois, les Sénégalais, les Ivoiriens ont les hommages rendus au professeur Joseph-Marie Boukoum. Vous voyez? Mais il arrive, il est surpris de constater que lui qui est Camerounais n'est même pas au courant de ce qu'il y a eu des mélanges en la mémoire, en l'honneur du professeur Jean-Marie Boukoum. Pourquoi? Tout simplement parce que les conditions salariales ne nous permettent pas en réalité de faire une recherche approfondie. Parce que vous savez, de faire la recherche, c'est l'enseigner. Et c'est vrai, le Cameroun, le ministère de l'Enseignement supérieur a réussi quand même à nous donner ce qu'on appelle une prime de la recherche. Et c'est cette prime, justement, qui est payée trimestriellement, qui permet au moins à l'enseignant de s'approvisionner en termes d'ouvrage. Mais cela ne suffit pas. Écoutez, l'enseignant doit aller faire des séminaires, l'enseignant doit se déplacer. En Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, nous citons toujours ce pays en référence, en début d'année académique, chaque enseignant a 5 millions. C'est-à-dire qu'on verse les 5 millions dans son compte. Il doit donc justifier les 5 millions par les départs dans les séminaires, les publications, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'au Cameroun sont organisés des séminaires ou des colloques, vous avez plus de Sénégalais, des Ivoiriens, des Béninois, des Ghanéens qui arrivent. Parce qu'ils ont les moyens pour le faire. Simplement parce que la politique dans leur pays leur permet justement de se déplacer de cette manière, d'assurer leur mobilité, de leur permettre d'aller dans les colloques, dans les séminaires, ainsi de suite, pour venir faire rayonner l'enseignement au sein de leur État. Donc, c'est pour dire clairement, M. Sylvain Izangao, vous me connaissez, je ne peux pas dans la langue de bois, c'est quand même curieux de savoir qu'un enseignant qui est le socle garanti du soutenement d'un pays puisse être traité avec autant de désinvolture. C'est-à-dire qu'il y a autant de désinvolture parce que tout cela émane de la volonté de l'État. On se rend bien compte que l'État
ne manifestent pas une volonté, une réelle volonté, allant dans l'amélioration des conditions de vie des enseignants, partant de la base jusqu'au sommet, jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc, il faut revoir toutes ces conditions de travail, il faut revoir les mécanismes de traitement salarial des enseignants, parce qu'avec ça, il y a une sorte de motivation. Monsieur Sylvestre Ngangao, le corps de l'enseignement est le seul corps où nous n'avons pas de bénéfices. C'est-à-dire que quand vous venez au travail, c'est pour porter la craie, c'est pour enseigner. Vous n'aurez pas un étudiant qui viendra vous dire, monsieur, vraiment 100 000, voilà 50 000, puisque c'est même nous, en retour, parfois, qui complétons l'argent des frais d'étudiants universitaires. Donc nous n'avons pas, en termes, j'allais dire d'avantages, nous n'avons pas des avantages réels, un peu comme dans les corps de la police, des douanes, de ceci et cela. Donc c'est ce qui peut justifier. L'enseignant mérite donc d'être traité avec dignité, avec considération, avec respect, pour que la société lui-même lui accorde du crédit. Vous avez vu, nous sommes le corps le plus banalisé, le plus insulté, le corps le plus tabassé. Vous avez vu encore, c'est un prophète qui mettait à genoux un enseignant. On a vu un haut colonel gifler un professeur d'université. On a vu de l'autre côté, à l'ouest, un gendarme gifler un enseignant. Vous voyez donc, Madame le sous-préfet qui allait agresser l'enseignant mais qui ne s'est pas laissé faire du côté de Balmayo. Vous avez une dame de l'autre côté. Hein? Donc, vous voyez, monsieur Gangaou, ça ne mérite pas, ça peut sourire, on peut rire, mais il faut être porteur d'inquiétude et de Docteur Luzan Issoumba, pourtant ça semble paradoxal dans les budgets repartis par département ministériel, ceux alloués au secteur de l'éducation, que ce soit l'enseignement supérieur, l'éducation de base ou les enseignements secondaires sont des budgets parmi les plus colossaux quand même. Non, écoutez, Sylvestre Zangao, on va vous dire que voilà des budgets, mais vous avez nos chefs ici qui occupent les postes de décision qui vous diront que les subventions ne sont jamais arrivées, il s'est prévu mais ça n'arrive jamais. Les budgets sont votés, on va vous dire non, ce ne sont pas toujours des budgets d'investissement, de fonctionnement, mais c'est des budgets d'investissement, il faut plus investir dans des constructions et tout. Vous voyez, que de mettre cela dans la prise en charge effective des enseignants. Vous voyez, on n'a pas, par exemple, je vais vous dire, une politique, par exemple, de prise en charge des enseignants. C'est-à-dire que quand vous tombez là sérieusement malade, mon ami, si vous n'avez pas d'argent, mais vous allez mourir si les gens ne font pas de collecte pour vous. Donc c'est pour dire, Sylvestre Zangaou, qu'il manque une volonté, une réelle volonté politique d'amélioration de nos corps. Et c'est possible. C'est possible. Le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ne sont pas plus riches que le Cameroun. Ils ne sont pas plus riches que le Cameroun, c'est tous ces pays. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait autant de comment dire, je perds dans mon latin, autant de mauvais traitements. Voilà, autant d'inconsidération pour le corps de l'enseignement. Donc moi je pense que il faudrait que c'est pourquoi nous avons commencé à nous organiser autour des syndicats. Vous savez que nous avons le syndicat national des enseignants, le SINES. Voilà, et on essaie de faire les pressions comme on peut, mais vous savez que quand vous avez un État qui parfois peut être sourd-muet et qui n'écoute pas trop, et on reste dans la situation flegmatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ernest Yindanium, dans le secteur privé, peut-être votre procès un peu hâtif à l'encontre des promoteurs d'établissements scolaires, est-ce que même ils s'en sortent? Les promoteurs d'établissements s'en sortent dans la majorité. Vous l'affirmez? Je l'affirme, pas tous, mais dans la majorité quand même, parce que même ceux des établissements qui, si on peut le dire, ont des promoteurs qui s'en sortent parce qu'il y a un nombre élevé d'élèves qui payent bien la pension, etc. Pour vous montrer qu'ils s'en sortent, on n'investit pas dans un secteur à perte. Si on investit, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on peut gagner d'un côté. L'autre côté, c'est le secteur où on ne paye pas des impôts. Et l'autre côté, vous allez... Où on bénéficie plutôt des subventions. En plus, je suis allé évoluer dans des impôts et puis il y a des subventions. Et en plus, il faut remarquer que les 3/4 des promoteurs d'établissements, si on enlève le secteur confessionnel, les 3/4 n'ont rien à voir avec l'éducation.
Ça veut dire quoi? Je suis douanier ou retraité, j'ai reçu gracieusement de l'argent quelque part, je m'en vais investir pour construire une école. Quand vous voyez que les 3/4 n'ont rien à voir avec l'école, vous comprenez tout ce qui peut arriver. C'est du business. C'est du business. Ça veut dire que quelqu'un reste comme ça un beau jour, il ne sait pas ce qu'il doit faire avec son argent, on lui dit non, construire l'école. Parce qu'avec l'école d'abord, même si c'est conçu sur la route, pour que l'État vienne même enlever cela, il va réfléchir. Parce qu'on met ça dans quel cadre? Cadre social. Autrement dit, il n'y a pas déjà une politique d'investissement au niveau des établissements scolaires, veut dire que l'État a mis des garde-fous, convoque peut-être les promoteurs d'établissements pour leur dire, vous voulez créer un établissement scolaire, vous en avez créé, voici ce qu'on attend pour l'éducation. Rien. Ça veut dire chacun met ce qu'il peut, avec des relations qu'il peut, et les établissements poussent comme des champignons. Je vous dis, si vous voyez, Douala aujourd'hui, on peut vous dire qu'il y a 40 établissements. L'année d'après, revenez 2 ans après ou 3 ans après, c'est 40 multiplié par 3. Vous allez seulement prendre le bassin de Douala 3e. Ce bassin, je crois que peut prendre tous les établissements de Yaoundé. Le bassin de Douala 3e. Il y a environ 900 écoles primaires et maternelles à Douala 3e, uniquement privées. Uniquement Douala 3e, suivi de Douala 5e, puis Douala 4e. Bon, la fine bouche, c'est Douala 2e et Douala 1er. Et c'est parce que c'est aussi des quartiers populeux et populaires. Vous pouvez donc voir, chaque année, il y a au moins 10 établissements qui naissent dans ces arrondissements-là. Et quand vous voyez tout ça, c'est du business. Mais on ne refuse pas. Plus il y a l'école, moins les enfants se donnent beaucoup d'énergie pour aller à l'école, parce que nous autres, quand on allait à l'école hier, il fallait parcourir 5 kilomètres parfois. Hein. Pour s'y rendre. Cette proximité aujourd'hui permet aux enfants de gagner en énergie et en temps. Seulement, rien n'est préparé à l'avance. Et le Cameroun, le docteur l'a dit tout à l'heure, le Cameroun est comme cela. La population est en avance des politiques de l'État. Cela veut dire qu'il y a des besoins. C'est les populations qui vont vite investir. L'État vient à la défensive. C'est encore un problème. Cela veut dire au niveau des politiques de l'éducation, on ne pense à rien du tout. Et c'est un problème. On ne pense à rien du tout. Tout le monde est surpris. Il a dit tout à l'heure qu'il y a un chevauchement entre les impôts et peut-être les gens de la mairie. C'est mon compagnoniste qui vient de le dire. Il y a autre chose qu'on pouvait faire. Je prends le cas des médias. Dans les relations internationales, ou bien les institutions internationales ne peuvent pas subventionner les médias. Ils ne trouvent pas leur gain ou bien un problème social dans ce cadre. L'État a trouvé une solution pour que les médias soient subventionnés. On a imposé dans les salaires ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle pour que les médias puissent tourner, même si c'est la grosse part revient à la CRTV. En fait, non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Ce n'est pas la grosse part, tout revient à la chaîne publique. Okay. Parce que cette redevance, nous-mêmes dans les médias privés, oui. elle nous est prélevée. Voilà. Elle nous est prélevée pour être reversée aux médias publics. Voilà. Maintenant, on pouvait réfléchir aussi au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, mais comme chacun doit défendre sa chapelle, je défends la chapelle de l'éducation. On pouvait aussi donner cet impôt parce que quand vous tendez les mains aux institutions internationales telles que l'UNESCO, la francophonie, on va vous donner des aides comme on le demande. Seulement, on vous impose des programmes qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez à faire. Les gens regardent plus l'argent qui arrive que de voir les conditions des élèves, les conditions des établissements scolaires, si ça tient comme cela devrait être. Et maintenant, les enseignants, alors, on n'en parle même plus. Donc, c'est un problème de réflexion. C'est pour cela que, quelque part, je regrette un peu que le professeur Georges Ngango soit parti tôt. Parce que dans les années 89, je crois bien, si je ne me trompe pas, ou 91, il avait organisé les états généraux de l'éducation. Et c'est au moment de la conclusion de ces travaux qu'il a été démis de ses fonctions pour être remplacé par le professeur Joseph Mboui. Parce qu'il y avait eu la pression des bailleurs de fonds. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour dire qu'on est dans une voie où les Camerounais sont irresponsables de leur système éducatif. Un système éducatif qui est importé. Et comme il est importé et qu'il y a beaucoup de subventions, on est distrait par l'argent. Et ce qui touche l'éducation comme cela se doit, organiser cela comme cela se doit, ce n'est pas la préoccupation des Camerounais. Voilà la situation. Maurice Djongo, y a-t-il une possibilité de rectifier le tir? Vous, les enseignants, devez être les premiers à formuler des propositions. Vous les formulez, mais on ne vous écoute pas en face? Non, en fait, c'est pas comment on les formule. Hein. C'est-à-dire que quand vous voyez tous les thèmes de l'éducation,
tout est centré. C'est comme si on dit aux gens d'aider les enseignants à résoudre leurs problèmes. Il faut que le thème de 2012 était le plus normal, c'est-à-dire on demandait automiser les enseignants, c'est-à-dire les enseignants doivent prendre leurs problèmes en charge. Vous allez voir à l'université, comme vous voyez, comme on dit, l'université c'est 3 choses, la recherche, l'enseignement et l'appui au développement. Bon, eux, normalement c'est sur le développement, l'appui au développement que devrait s'agreffer la recherche et la formation. Lorsque vous faites la recherche et la formation, vous êtes dépendant presque du politique. Vous voyez, donc il faut changer ça. Il faut pouvoir... L'enseignement, là, on parle des incubateurs. Quand les universités font des incubateurs, vous avez tout autour de vous un ensemble d'entreprises que vous créez. Et finalement, ce sont vos anciens élèves qui appuient les enseignants dans la recherche. Ce n'est plus aller commander l'argent chez les fonctionnaires. Il est certes aussi vrai que le fait que c'est l'État qui nomme les responsables dans les établissements est un grand frein. Ouais. Je voulais aussi dire que l'un des problèmes, le problème des enseignants eux aussi, c'est que l'enseignant n'a jamais trouvé juste sa place. L'enseignant se place toujours le dernier de la société, alors qu'il n'est pas le dernier de la société. Vous ne verrez les enseignants dire que, oh bon, après les douaniers, après les policiers, après les magistrats, c'est nous. Ils ne vous trouveront jamais leur rang fixe. Ils diront toujours, nous sommes les plus lésés. C'est-à-dire, finalement, le pousseur de la cité accepte sa position plus que l'enseignant. Lorsque vous prenez cette attitude, vous ne pouvez pas progresser. Vous ne pouvez pas. Donc, quand les enseignants vont comprendre que dans une cité, même pour prendre le politique, quand nous entrons dans le politique, vous arrivez dans un arrondissement, les gens qui fraudent, c'est le préfet, le sous-préfet, et le gens de la gendarmerie, ils sont, tous ces cas-là, ils n'atteignent pas 10. Au lycée, vous êtes 100. Au lycée technique, vous êtes 150. Dans le même arrondissement. Alors, regardez comment le pouvoir public s'appuie sur 10 personnes pour neutraliser 250 personnes. Et comme ça, sur 360 arrondissements du Cameroun. Or, si les enseignants veulent que les conditions changent, il faut être humaniste. Il faut œuvrer pour le changement de la condition de tous les Camerounais. Et pour le faire, ils doivent savoir que pour faire changer les choses au Cameroun, il faut avoir une masse critique. Il n'y a que les enseignants qui ont une masse critique. Le RDPC vient d'installer son sommet politique dans 360 arrondissements. Il n'y a que les enseignants qui peuvent faire la même chose. C'est-à-dire que vous prenez les enseignants du lycée technique de Ngomezap, les enseignants du collège Coleton. Là, vous retrouvez les mêmes sous-sections que le RDPC a fait. Et en ce temps-là, vous pouvez imposer au gouvernement, d'abord, lutter pour qu'il n'y ait pas la fraude. C'est-à-dire, si les enseignants s'arrêtent pour que à la sortie des résultats, que l'opinion publique accepte les résultats. Et ça va aller, puisqu'on discute qui a gagné, qui n'a pas gagné, on ne sait pas. Ce qui fait que s'il y en a qui ont fraudé, ils vont toujours bloquer. Parce que c'est lui qui gagne bien. Nous, on a vu ici avec Mme Fonning, quand Mme Fonning fraudait tout le temps, et on validait. Le jour qu'on a refusé de valider, elle est rentrée récupérer ce suffrage au bas peuple. Et dès qu'il a gagné les élections, vous voulez casser Bepanda et dire attention, ce sont mes électeurs. Alors qu'avant, elle sait qu'on a cassé parce que c'est devant qui prenait ce soir. Donc, les enseignants doivent œuvrer pour lutter contre la fraude électorale, pour que les responsables soient ceux
que le peuple veut surtout. Donc, en plus clair, pour que vos conditions changent, il faut passer à autre chose, en tout cas dans la gouvernance publique. La gouvernance publique. Merci à vous, Maurice Diongo. Dr Luzon Issoumba, on va sortir par là. En guise de proposition, vous en formulez bien au sein du CINES, non? Oui, bien entendu. Oui, bien entendu, Sylvestre. Vous savez, la crainte ne faisant pas de bruit, les enseignants d'université sont portés à un niveau de réflexion que emprunter la voie insurrectionnelle ou la voie de la force n'est pas la voie la plus autorisée. Ayant le point béni de l'intelligence, les enseignants ont choisi la voie institutionnelle de saisir les institutions à travers généralement des mémorandas, des écrits, un certain nombre de choses pour leur permettre justement au gouvernement d'améliorer les conditions de vie des enseignants. Donc, nous ne faisons pas de bruit, nous empruntons des voies normales, naturelles, institutionnelles, qui sont prévues justement pour faire entendre notre voix. Mais bon, généralement, on se rend compte que même à travers ces voies normales, institutionnelles, il faut toujours faire davantage de pression. Vous savez, même la prime qui nous est allouée trimestriellement, il a fallu que la dernière fois, nous sortions de nos comptes pour que la prime commence à être régulièrement versée et respectée tel que prévu par le texte. Mais qu'est-ce qu'on peut donc dire? On peut donc tout simplement dire que nous allons rester des enseignants dans notre tâche, dans notre noble tâche. C'est une tâche noble, même si on ne lui reconnaît toujours pas ses qualités, mais nous allons rester toujours dans la voie institutionnelle, dans la voie de la demande normale, en attendant qu'un jour, qui sait, que le gouvernement soit touché dans sa sensibilité à l'effet d'améliorer nos conditions d'abord de travail, mais surtout des conditions de salariales qui sont vraiment des conditions pitoyables, qui ne correspondent pas au statut d'un corps, un corps d'élite, un corps qui forme, qui tient le développement d'un État, qui peut rayonner un État sur tous les plans. Donc, ce que nous formulons en guise de proposition, c'est que le gouvernement se penche sérieusement sur notre statut et essaye de l'améliorer autant que possible. Merci infiniment, Dr Luzon Issoumba, et c'est par vous, Ernest Nyomyinda, que nous allons ressortir. Le syndicat des travailleurs de l'enseignement privé a quand même des propositions, non, pour essayer de vous sortir de cette situation. Propositions, il y en a. D'abord, vous allez remarquer tout à l'heure. Vous avez déposé auprès de l'administration publique? On a déjà déposé tout, à la primature, au ministère des enseignements secondaires, au ministère de l'éducation de base, au ministère du travail et de la sécurité sociale, on a tout fait. Mais il y a autre chose qu'il faudrait ajouter pour que tout cela soit plein. Première chose, vous allez remarquer, on parle de la condition des enseignants. Est-ce que vous savez que depuis 2 ans aujourd'hui, la situation est gravissime, que les enseignants vont corriger les examens, ils ne sont pas payés? L'année dernière, ça a été le cas. Cette année, l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé, mais en différé. Hein? Non, qu'est-ce qu'on a fait? L'année dernière, on a payé l'enseignement technique, on a laissé l'enseignement général. Mais vous avez été payé, ça a été reversé plus tard. Plus tard, non. Le plus tard encore grave, puisque les frais de dossier sont payés à l'entame. Les parents ne payent pas ça à la fin. Cela veut dire que l'argent est là. On ne doit pas dire qu'on a payé en différé. Ce n'est pas l'aumône, ce n'est pas un don, c'est un droit. Puis après, cette année, le même scénario est arrivé, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On continue à revendiquer. Et la dernière sortie serait aussi adressée aux enseignants eux-mêmes. Dans nos villages, on dit que c'est la patate ou c'est... Qui avait accepté qu'on la mange crue. Et quelque part aussi, les enseignants sont responsables de ce qui leur arrive. Personne ne veut mener le combat. Personne ne veut réfléchir. Pas combat, aller marcher dans la rue, mais mener le combat, la réflexion même. Ils ne veulent pas. Puisque vous menez multi réflexions, mais il y a également que vous avez cette probité morale et ce sens du devoir qui fait... Rares sont les enseignants que vous allez voir, quelles que sont les conditions, abandonner leurs élèves, dire je ne fais pas cours sur une telle période. Il y a toujours au moins un service minimum, même lorsque les enseignants sont en grève dans un établissement, il y a toujours au moins un service minimum. Ça ne fait rien une manière de manifester son mécontentement. On peut dire que dans toute la République, peut-être pendant une semaine, on s'habille en noir.
ça va marquer pourquoi tous les enseignants sont en noir. C'est un problème. Peut-être vous, à ce moment, vous serez écouté parce que des vendredis en noir, on en a dans ce pays depuis au moins une dizaine d'années, mais on ne voit pas les choses bouger. Hein? Donc, il y a un problème à ce niveau-là, que les enseignants se mettent debout et qu'ils le fassent. Ils ne peuvent pas quand même bloquer le processus, mais ils peuvent faire manifester leur voix par des signes. Par ces signes. Au Japon, par exemple, n'est-ce pas, on fait la grève. Comment est-ce qu'on fait la grève? On va au travail, mais il y a un symbole qui montre que les gens sont mécontents. Si les enseignants le font, on va comprendre qu'il y a un problème qui ne va pas. Mais c'est que l'enseignant est prêt à accepter 100 francs de bière d'un parent, non, 1000 francs de bière de son proviseur, ou bien de son principal, ou de son fondateur. Il laisse les vrais problèmes. Réfléchissons pour qu'on trouve les solutions. C'est un peuple qui ne sait pas faire foule. Je finis là avec Aimé Césaire. Aimé Césaire était un intellectuel. Mais qu'est-ce qu'il écrit? C'est pour vous que je lutte. Mais sans ce combat, est-ce que je vais gagner? Parce que c'est un peuple qui ne sait pas faire foule. Les enseignants aussi ont cette difficulté, ne pas savoir faire foule et attendre les résultats d'une providence divine. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été là. Dr Ison Essomba, merci et bonne journée. Il est parti déjà, Maurice Diongo. Merci à vous également d'avoir fait le déplacement ce matin de nos studios. Merci beaucoup. Je constate seulement que le professeur Essomba refuse de changer de paradigme. Tous les systèmes ne se changent pas. Pour changer les choses, il faut changer le paradigme. Donc, quand pendant longtemps, on allait déposer au ministère, il faut changer de paradigme, faire la danse Bafia. Si vous dansez par devant, il faut commencer à danser par arrière. Sinon, ça ne bouge pas. Merci infiniment, Maurice Diongo. Merci à vous, Ernest Nyominda, d'être venu ce matin. Merci. C'était votre première et nous sommes heureux d'avoir eu plutôt un très bon client ce matin. On espère que l'expérience sera renouvelée. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à l'écoute de cette autre édition du Train d'Audace. Merci à Kripenziwa qui a assuré la réalisation. Je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain matin lorsqu'il sera 6h30. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.